Les débats sur Sud Radio comme tous les jours. Nous sommes le mardi 14 septembre. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio 0826 300 300. Aujourd'hui pour débattre, Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à vous. Jean-Louis Thériault, bonjour, député LR de Seine-et-Marne. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Et bonjour, Nicolas Jeannetet, directeur des centristes et conseiller de Paris. On parlait hier de ce qui s'est passé à Val-de-Reuil avec la Ligue de défense noire africaine. On s'étonnait que cette association soit toujours là après des propos qui avaient été particulièrement violents contre la République. Eh bien, Gérald Darmanin demande la dissolution de la Ligue de défense noire africaine. Qu'en pensez-vous? On va parler du prix de l'essence. C'est la une du Parisien ce matin. Le prix de l'essence flambe. On n'est pas loin des 2 € au litre. Est-ce qu'une mobilisation des Gilets jaunes pourrait en résulter? Et puis J-1 pour la vaccination obligatoire des soignants. La CGT appelle à la mobilisation. Et puis bien d'autres sujets vraisemblablement en cours d'émission. Alors Nicolas, on va commencer avec Nicolas Corato. On a deux Nicolas, attention. Ah oui. Nicolas Corato, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour l'œuvre d'art que Christo nous a offerte de manière posthume avec sa compagne Jeanne-Claude en emballant l'Arc de Triomphe. J'adore. C'est une chance pour tous les Parisiens et pour tous les Français d'avoir l'expression de ce grand artiste. Moi, au-delà du fait que je trouve ça formidable et que j'invite tout le monde à aller regarder, tous ceux qui peuvent, à aller regarder cette apparition de l'Arc de Triomphe, puisqu'en fait, moins on le voit, plus on le voit, et mieux on le voit. C'est quand même assez étonnant. En plus, il y a un jeu de transparence magnifique. C'est la petite polémique qui a ressurgi et qui me fait penser, moi, à mes 10 ans, quand en 1986 ou 1987, Christo avait emballé le Pont-Neuf, à cette époque soutenu par Jacques Chirac, et que ça avait déferlé comme en 40. Et c'est exactement les mêmes arguments. C'est-à-dire que 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, les Français sont toujours soumis à cette même litanie un peu réactionnaire sur l'art contemporain. Moi, j'ai envie de dire, heureusement qu'en France, il y a des artistes contemporains, heureusement qu'on peut profiter. On a le droit de trouver ça beau, de trouver ça moche, ça fait réfléchir, c'est pas de l'argent ça public, fait parler. C'est pas de l'argent public. Et je voulais juste dire une petite chose, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ici et là des attaques sur le fait qu'il y avait la flamme du soldat inconnu. Vous avez sur le site internet du comité de la flamme, donc qui est l'organisme qui se charge de la commémoration et de l'entretien permanente de la flamme du soldat inconnu, tout un communiqué expliquant comment ils ont travaillé depuis le début avec les équipes de Christo, comment la flamme continue à être entretenue, comment est-ce que les commémorations continuent à se tenir, et comment est-ce qu'ils, d'une certaine manière, ils ont apprécié positivement l'apparition de cette œuvre d'art qui donne aussi un peu d'intérêt pour l'Arc de Triomphe et qui va peut-être faire venir des jeunes qui vont découvrir la tombe du soldat inconnu, la flamme du soldat inconnu et l'acte de mémoire qu'on y joue quotidiennement. Voilà, c'est une chance pour la France. Quand on fait des choses bien, profitons-en. Oui, moi j'adore, je suis fan. J'étais fan de Christo au Pont-Neuf, et j'ai même chez moi dans mon salon un tableau du Reichstag, pareil, emballé par Christo. Donc je trouve ça génial. Ça fait revivre l'Arc de Triomphe. J'adore cet art éphémère contemporain. Et en plus, je crois que c'est de la toile recyclable. Donc les écolos d'Anne Hidalgo seront tout contents. Non, moi j'adore. Je suis fan. Oui, Jean-Louis Thériault. Écoutez, je sens un peu plus... Non, mais je ne sais pas si j'adore ou si je n'adore pas, mais en tout cas, n'ayant pas une vocation d'être le procureur Picard qui avait fait condamner Flaubert et Baudelaire, moi, je suis un homme de liberté. Je crois en la liberté de création et liberté de l'art. Franchement, c'est une polémique ridicule. Je suis comme vous. Je me rappelle j'avais 12 ans, mais enfin, on a à peu près le même âge, ou 15 ans au moment où le Pont-Neuf a été emballé. Franchement, il y a tellement d'autres sujets. Il se passe quelque chose à Paris. Parce que c'est souvent les gens qui râlent, qui sont entendus, en particulier sur Christo, donc je trouve ça plutôt bien. Moi, je me souviens aussi du Pont-Neuf, je trouve que c'est un événement. Voilà, je suis comme vous, je ne suis pas contre du tout. Jean-Luc, un avis ?
Oui, j'ai un avis. Oui. Moi, j'ai un tableau chez moi de cristaux ayant fait les îles autour de. C'était très beau. C'était très beau. Très joli. Voilà. Après, j'attends qu'on fasse ça, la même chose à Marseille avec l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix. Eh ben voilà. Jean-Louis Thériault, vous, c'est un coup de cœur, un coup de gueule, c'est un coup de cœur sur la position de ma famille politique, les LR, sur l'Europe à l'occasion des journées parlementaires qui ont lieu à Nîmes, où je trouve qu'on a eu une position extrêmement claire, c'est-à-dire ni eurobéat, ni eurosceptique, mais eurolucide, où à la fois on sait que l'Europe est absolument nécessaire dans le monde puissance qui est le nôtre, on sait aussi qu'il y a des difficultés, notamment sur le régalien, et que c'est un des sujets qui explique la distanciation croissante de la population avec l'Europe, et je pense que les différents candidats avec des nuances, mais c'est à peu près la même chose, de dire que s'agissant du régalien, on doit être capable de faire jouer l'identité constitutionnelle française. C'est le référendum proposé par la plupart des candidats sur l'immigration, avec un moyen ou un autre qui n'est pas contraire, ou pas, en tout cas qui pose une difficulté effectivement face au droit européen, mais la Cour de justice, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a rappelé la primauté du droit constitutionnel national dans l'affaire de la mutualisation des dettes, donc ça n'est pas totalement déconnant, c'est à la source, ça sera à la source d'un débat juridique, ça sera à la source d'un débat de puissance que la France peut porter, parce qu'effectivement c'est facile de faire une procédure de manquement contre un petit pays comme la Hongrie, ça sera beaucoup plus difficile face à un État fondateur de l'Union européenne, donc je pense que ça a le mérite de mettre le sujet sur la table, et que oui, ni eurobéat, ni eurosceptique, mais eurolucide, ça veut dire qu'il y a une position intéressante. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble et nous débattons. On va parler du prix de l'essence qui flambe. Il n'y a pas que le prix de l'essence. Visiblement, on s'oriente quand même vers une inflation, et c'est ce dont nous parlions pendant le journal, une inflation assez importante. La vaccination obligatoire pour les soignants, c'est à partir de demain. Et puis Gérald Darmanin qui demande la dissolution de la Ligue de défense noire africaine. Et puis je pense que nous aurons également un mot sur Éric Zemmour dans notre tour de table. Nicolas Jeantet, vous êtes dans votre couloir de nage pour votre coup de gueule. Ah, mais il n'y avait pas mieux. Alors, c'est la fois. Je rappelle, alors je vais vous représenter Nicolas Jeantet, donc directeur des Centristes et conseiller de Paris, c'est important. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Jean-Louis Thériault, député LR de Seine-et-Marne. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, Nicolas Jeantet. Moi, c'était sur donc, la candidature d'Hidalgo et à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Un coup de cœur d'abord parce que je suis content qu'il y ait le retour de la gauche traditionnelle dans le débat politique. Voilà. Alors, j'espère simplement que cette gauche, ça ne sera pas la gauche version Pulvar, c'est-à-dire avec... Elle a disparu de la photo, hein, Pulvar. Oui, elle a disparu, mais avec le multiculturalisme, le woke, les liens avec la France insoumise, j'espère que ça sera la vraie gauche traditionnelle, républicaine, opposée au libéralisme, au libéral que je suis. Donc ça, c'est plutôt, moi, je trouve bien que la gauche traditionnelle revienne dans le débat politique. Mais en même temps, c'est un coup de gueule, parce que quand on est candidat à une élection présidentielle, et quand on est élu, on défend un bilan. Valérie Pécresse défend un bilan, Xavier Bertrand défend un bilan. D'ailleurs, ils ont fait plutôt de leur région un laboratoire présidentiel. Et là, on a un bilan, très honnêtement, et c'est pas quelqu'un de l'opposition à Hidalgo qui le dit, catastrophique. Si on prend, alors j'enlève le côté propreté, etc., mais je prends 3 sujets. En termes de gestion, pendant la période d'Hidalgo, la dette est passée de 3 à 7 milliards. Bon, je prends le problème de la décentralisation, qui va être un des sujets pendant la campagne électorale. Elle n'a jamais réussi à décentraliser la propreté dans les mairies d'arrondissement. On est en train, en ce moment, d'en faire un casse-tête et un millefeuille. 3e sujet, la sécurité. Elle crée la police municipale, grâce à nous, mais une police municipale qui n'a de police que de nom, parce qu'elle n'est pas armée, donc il ne va traiter que des déjections canines, des nuisances sonores, et donc pas la délinquance. Et puis, Hidalgo, je vais terminer là-dessus, elle a un problème de méthode. Et on le voit sur
tout ce qu'elle mène à Paris depuis quelque temps, elle n'anticipe pas les problèmes à Paris. Je prends un seul exemple, la drogue, et notamment le crack à Paris. Là, elle est en train d'ouvrir des petites salles de shoot de dernière minute, alors qu'il y a 5-6 ans, il fallait créer des vrais centres de sevrage et d'électologie en dehors de Paris pour résoudre ces problèmes. Donc, un coup de gueule, parce que je crois qu'Hidalgo n'est pas du tout prête à être président de la République, et en même temps, la gauche traditionnelle revienne dans le débat politique. Moi, je suis plutôt heureux. Ouais. Bon, je sais pas. Vous avez un commentaire? Non, d'abord, heureusement que vous n'êtes pas dans l'opposition municipale, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait entendu. Sans revenir sur son bilan, moi, je suis étonné que le Parti socialiste, après 5 ans des gilets jaunes, de la pandémie, des antipasses, choisisse, quelles que soient ses qualités et son programme, la maire de Paris pour les représenter à l'élection présidentielle. Quand on voit aujourd'hui le chiffon rouge qui est devenu le Parisien, la politique parisienne, les élites parisiennes par rapport à une très grande partie de la population française qui vit dans une société de défiance, je m'étonne que le Parti socialiste n'ait pas eu d'autre choix ou pas eu d'autres débats. Et encore une fois, ça n'enlève rien aux qualités, ni aux défauts d'ailleurs d'Anne Hidalgo. Non, je pense que une belle femme, ce sera une très bonne candidate. Mais il y a quand même un problème de positionnement. Pas de physique, vous auriez dit c'est de la discrimination, attention. Je dis belle femme dans le sens, c'est une belle personne. C'est une belle personne. Moi, je la connais, c'est une belle personne. Oui, mais ça pose un problème de positionnement. Ça pose un problème. Un mot, Jean-Luc, vous la connaissez, Jean-Luc Benamias? Moi, ça ne me pose aucun problème. La distanciation qui existe depuis des dizaines d'années entre Paris intramuros et le reste de la France n'est pas nouvelle. Elle n'a cessé d'augmenter, certes, mais elle n'est pas nouvelle. Voilà. Après, le Parti socialiste choisit le candidat ou la candidate qui le décide. Moi, ce qui m'agace dans la période, c'est que on compte à peu près toutes les semaines un nouveau candidat de gauche ou écolo de gauche à la présidentielle, et qu'à un moment donné, tout ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que je soutiens par ailleurs l'initiative de la primaire populaire, c'est-à-dire de dire qu'on n'est pas dupe, qu'à un moment donné, 7 ou 8 candidats de gauche ou gauche écolo de gauche à la présidentielle veut dire qu'on joue la présidentielle immédiatement pour la perdre dès le premier tour. Ouais. Moi, ça m'agace. Voilà. Pour le reste, j'ai pas d'idée particulière, parce que pourquoi pas Anne Hidalgo. Et puis on peut dire sur les critiques que vous faites de la maire de Paris, on peut dire à peu près la même chose de toutes les grandes villes de France. Il suffit de circuler dans les différents. Non, je suis pas d'accord, Jean-Luc. Par rapport à la propreté, par rapport à la gestion des déchets, par rapport à la gestion des transports, il n'y a pas beaucoup de différence. Vraiment pas. Je ne pense pas non plus. Sérieux, je critique pas la mairie de Marseille parce qu'elle vient d'arriver, la nouvelle mairie de Marseille, depuis 1 an. Mais alors, quand on parle de la propreté à Paris et quand on parle de la propreté à Marseille, je peux vous dire, sérieusement, et je le dis, c'est pas dû à la politique menée à peine depuis 1 an par la nouvelle mairie de Marseille. On a le temps de nettoyer en 1 an, non? Pardon? J'ai dit on a le temps de nettoyer en 1 an. Moi j'ai fait le ménage chez moi depuis 1 an. De tout récupérer, les contrats déjà passés, des contrats de passer avec des boîtes de qui s'occupent de la gestion. Elle n'est pas maire depuis 1 an en plus. C'est son deuxième mandat. Ce que je dis là, est aussi valable pour de très nombreuses villes de France. Bon. Parce que des contrats passés, pour les annuler, ça met des semaines, ça met des années. Mais Jean-Luc, une femme comme Carole Delga, par exemple, aurait pu être une très bonne candidate pour le Parti socialiste. Mais très bien, le Parti socialiste a choisi autre chose. Excusez-moi, mais il y a combien de candidats à droite aujourd'hui? Et du côté libéral, du côté de la droite démocratique, il y en a combien? On en a quelques-uns, mais on va faire un choix tranquillement. Et l'unité se fera. Mais comme tout le monde. Oui. Un mot. Vous avez le même problème d'ailleurs à ce niveau-là, de savoir comment, avec autant de candidats, vous pourriez être au second tour. Jean-Louis Thériault. Oui, non, sur Anne Hidalgo, comme vous dites, moi, le Parti socialiste choisit qui il veut, et je suis assez d'accord avec M. Benamias, c'est pas le cœur de ma préoccupation. Simplement, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est la gauche traditionnelle qui réapparaît, parce que la vraie gauche, dans son utilité, et là où elle apporte vraiment quelque chose au pays, c'est la prise en compte de la souffrance sociale. Moi, Anne Hidalgo, je l'entends beaucoup plus comme otage des mouvements sociétaux, otage des Verts, et désireuse de satisfaire une petite bulle médiatique parisienne, que répondant à la vraie souffrance que la gauche avait historiquement traitée, qui est celle de la souffrance sociale et d'une forme de... C'est un peu ce qu'elle a annoncé quand même. C'est ce qu'elle a annoncé, mais elle prouve le contraire. C'est ce qu'elle a annoncé, mais avec quels moyens? Elle prouve le contraire depuis qu'elle est maire, et j'ajoute, avec toutes les complications qu'elle met dans la circulation à Paris, qui fait-elle trinquer
pas l'habitant relativement à l'aise de Paris, mais tous les banlieusards. Et puis les familles modestes à Paris qui quittent Paris. Et franchement, le traitement qu'elle réserve à la petite couronne et à la grande couronne, moi je suis élu de Seine-et-Marne, je peux vous dire que les gens qui ont à aller bosser à Paris et qui ont besoin d'une voiture, c'est scandaleux qu'il n'y ait pas eu davantage de concertation. C'est aussi une question de méthode. Elle n'anticipe pas et elle ne dialogue pas. Cette gauche-là, ça n'est pas la gauche du peuple. Alors, Jean-Luc, un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Bon, en fait, je le fais, mais je me suis dit, mais encore, on va encore parler d'Éric Zemmour. Et rien que de dire ça, je lui fais de la promo. C'est un peu ce qui est en train de se passer, hein. Évidemment, on va y revenir. Ouais. Le CSA décide, à juste titre, un peu tardivement, que quand Éric Zemmour cherche des signatures, des promesses de signatures dans les mairies, dans les collectivités territoriales pour la présidentielle, il est bien candidat à la candidature. Et donc, dans ce cadre-là, il est absolument normal que le CSA dise, maintenant, il rentre dans les comptes généraux des formations politiques qui se présentent. Donc, c'est totalement normal. Je ne veux pas où est la polémique. C'est la normalité totale. Pour le reste, évidemment, je viens de le dire, juste après, alors, il y a polémique, et alors après, certaines chaînes, certaines radios, des grandes radios, certaines chaînes, notamment publiques, s'empressent d'inviter Éric Zemmour pour parler du cas Éric Zemmour. Voilà, tout ça, pour moi, est totalement inexplicable, parce que il n'y a aucune raison de mettre autant en avant Éric Zemmour, qui, dans les sondages, il y en a bien à 7, mais les autres, il est plutôt à 2, 3, 4. Il n'y a aucune raison de le mettre tant en avant que ça. Mais je viens de le dire, je viens de faire pareil que les autres. Oui, mais vous avez raison. Hein, par exemple, il a été viré d'RTL parce qu'il était devenu infréquentable, et d'un seul coup, on le réinvite ce matin. Demain, il est chez Jean-Jacques Bourdin. Enfin, et ce matin, j'avais vu CNews qui parle du programme d'Éric Zemmour, enfin de son interview. On adore la victimisation aussi, on adore les victimes. Donc, c'est pas victime. Hein. Non, si. En quelque sorte, il est victime. Pourquoi est-ce qu'on invite Éric Zemmour? Pas parce qu'il pense bien ou parce qu'il pense mal. On invite Éric Zemmour parce qu'on pense qu'il fait de l'audience ou qu'il fait vendre des journaux. C'est l'emballement médiatique assez traditionnel. Il y a 5 ans, on connaissait la même chose avec quelqu'un de beaucoup moins rock'n'roll, qui était Alain Juppé, mais qui faisait tout aussi vendre, et de l'audience et des journaux. Et qu'est-ce qu'il est devenu d'Alain Juppé? Pas grand-chose au final. Il a fait beaucoup de comparaisons. Écoutez, regardez le nombre de couvertures sur Alain Juppé dans les grands magazines, à peu près à la même période avant la présidentielle de 2017. Et voilà. Donc, plus on parlera d'Éric Zemmour, d'une certaine manière, plus on en fera un sujet banal. C'est tout ce qu'il ne souhaite pas, d'ailleurs. Parce qu'Éric Zemmour n'est qu'un sujet banal de l'extrême droite. Et je crois que l'énorme erreur, c'est d'en faire une victime, et c'est la censure. On l'aurait laissé dans son canal. Il avait son émission sur CNews. Il faisait ça et personne ne lui tapait dessus. Aujourd'hui, il ne serait pas la bulle qu'il est en train de devenir, donc je ne sais pas jusqu'où elle va monter. Et je crois que c'est exactement la même chose qu'avec le Front National historiquement. On a passé notre temps à se définir par rapport au Front National, à dénoncer le Front National, alors que ce qu'il faut, c'est rester dans son couloir, être ce qu'on est. Et le reste, chacun fait ce qu'il veut. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Éric Zemmour, on est en train de le favoriser parce qu'on en parle tous et que le CSA ou d'autres en font une victime. Et chaque chaîne, chaque journaux où il ne pourra plus s'exprimer, chaque émission CNews supprimée, même s'il est invité ailleurs, eh bien, on en fera la nouvelle victime. Et les Français adorent les victimes. Dans notre ère de victimisation, ça paye. Tu vas être d'accord avec moi quand même que le temps d'antenne qu'il a doit être calculé. C'est la normalité totale, puisqu'il y a une répartition. Et le temps d'antenne du président Macron et le temps d'antenne des premiers ministres qui doublent leur présence sur le terrain, il faudrait aussi les compter dans ce cas-là. Mais ils sont comptés. Ils sont comptés dans la parole gouvernementale. C'est le 3e temps de comptage, la parole des ministres. Oui, non, tout est compté, hein, tout est compté, et il y a cette ambiguïté effectivement d'un Zemmour qui qui va chercher des parrainages, qui publie un livre qui ressemble quand même un peu à un programme, et puis voilà, et à signaler qu'hier soir il n'était pas, donc il n'avait pas son émission, et ça a fait 565 000 téléspectateurs, alors que d'habitude il fait plus proche de 800 000, donc il y a pour le coup un effet, mais CNews reste tout de même en tête, et avec Pascal Praud derrière, à près de 800 000 téléspectateurs. Donc c'est Pascal Praud qui s'est empressé d'inviter Éric Zemmour. Oui, hier matin, 575 000 auditeurs. Là, je viens de recevoir les chiffres. On se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Et
nous parlerons dans l'émission Média de vendredi du comptage justement des temps de parole. On va essayer de décrypter ça. On a lancé une invitation au président du CSA qui était sur d'autres antennes, donc on espère qu'il va venir sur Sud Radio pour nous expliquer comment... Et que le CSA se mette au goût du jour. Par exemple, YouTube, c'est des millions de vues sur YouTube. Et YouTube n'est pas comptabilisé par le CSA. Donc je crois que le CSA est une vieille maison, il faut qu'elle se modernise un tout petit peu. Oui, mais il y a des règles. Je lui dirais. Il y a la loi, quand même. Je lui dirais mais il y a la loi, oui, effectivement. Pour l'instant, il y a des règles, mais qui peuvent paraître effectivement obsolètes aujourd'hui. Obsolètes. Quelques mots sur Gérald Darmanin qui demande la dissolution de la Ligue de défense noire africaine. Vous vous souvenez, on en a un petit peu parlé hier de ce qui s'est passé à Val-de-Reuil dans l'Eure, où des militants de la Ligue de défense noire africaine ont envahi la mairie. Marc-Antoine Jammet, le maire de la ville, a été enfariné. C'était un samedi, il y avait des mariages. C'est une association qui est présidée par Sylvain Affoy, qui se présente comme un activiste politique, résistant panafricain, combattant de la liberté. Il avait déjà brûlé le drapeau français, il avait tenté de pénétrer dans les locaux de Valeurs Actuelles, déboulonner des statues. Donc, qu'attendait Gérald Darmanin pour... alors, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Jusqu'où on va? Peut-être... non, alors écoutez, moi, je vais vous dire, je m'en félicite, puisque dès janvier 2021, j'avais écrit à Gérald Darmanin pour lui demander la dissolution de la Ligue de défense noire africaine. Je prends un seul exemple. Au moment des commémorations de la mort du général de Gaulle, ils ont fait toute une série de textes parlant de l'homme responsable de millions de morts, alors que le général de Gaulle est l'homme qui a décolonisé l'Afrique et dans les conditions douloureuses qu'on connaît, mais l'Algérie, c'est la culture wok, c'est la culture décoloniale, c'est eux qui ont empêché qu'on ne joue Échille, qui est au cœur de la liberté d'expression à la Sorbonne. Très franchement, la France, c'est l'universel français, cette génie français de considérer que de quelque couleur qu'on soit, de quelque religion, on se reconnaît dans un seul drapeau. Ces gens-là pratiquent du racisme inversé. Ces gens-là, lorsqu'on a eu des morts d'Embarcane, ont fait un humour désastreux en disant qu'ils sont morts du colonialisme, etc. Eh bien, écoutez, il y a un moment où ce type d'associations qui sont contre les valeurs de la République méritent d'être dissoutes. Je salue le courage de Darmanin. Je regrette que ça a été aussi tard, parce qu'on a vraiment eu beaucoup, mais bravo à lui. Alors, la dissolution, c'est en cas de mise en danger. Donc, est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Quand vous prenez d'assaut une mairie, même avec de la farine, je suis désolé. Et bousculer une élue. Alors, pardon, oui. Jean-Luc. C'était pas avec de la farine. J'ai regardé les images en vidéo sur YouTube, sans doute, juste avant l'émission. C'était relativement violent et ça avait l'air complètement désorganisé. Enfin, c'est n'importe quoi. Et pour moi, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des pratiques de l'extrême droite, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de différence. Maintenant, une chose est certaine. Ok, Darmanin demande la dissolution. On sait pertinemment que chaque fois qu'on demande une dissolution d'une association ou d'une structure extrémiste, quelle qu'elle soit, malheureusement, la reconstitution est assez rapide. Oui, donc c'est... Et je pense qu'il faut Mais c'est un geste, c'est un signe. Il faut améliorer la réponse. Je pense qu'il faut améliorer la réponse pénale. Vous aviez un délit de reconstitution de ligue dissoute et il faut renforcer les sanctions en cas de reconstitution d'association dissoute. Oui, mais dans l'extrême droite française, je pense de l'extrême droite, on a dit beaucoup d'associations ont été dissoutes et pour autant elles existent toujours. Alors, il y a toujours de la casse au fur et à mesure. Enfin, ça les fatigue quand même. Nicolas, bien sûr que c'est fatigue. Puis on est dans les principes. Il y a des principes sur lesquels on ne transige pas. D'abord, il y a une loi de 1901 qui est quand même une loi qui fait honneur à la République et cette liberté d'association et qu'il faut respecter. Elle est très libérale, mais il faut s'en féliciter. Moi, je me félicite aussi que le gouvernement agisse lorsqu'il y a des troubles manifestes à l'ordre public, lorsqu'il y a mise en danger de la vie ou des biens. C'est ce qui se passe avec ce groupuscule. C'est ce qui s'est passé avec Génération Identitaire de la même manière. Je pense qu'il faut, dans ces cas-là, il ne faut pas que les mains tremblent. On sait ensuite pertinemment qu'effectivement, c'est très facile de reconstituer une association. Là où la réponse pénale peut être, et elle l'est parfois appliquée, c'est la mise en cause aussi personnelle des dirigeants de ces associations. Au-delà de la dissolution de l'association, on peut aller, j'imagine que ça va être le cas, je ne suis pas dans le secret de l'enquête sur ce qui s'est passé à Val-de-Reuil, mais j'imagine qu'on va aller chercher également la responsabilité personnelle, y compris pénale, de ceux qui se sont livrés à de tels actes.
Ouais. Moi, j'aurais plus loin, sortir même de ce cadre. On est dans une dérive communautaire. C'est-à-dire que le pays, aujourd'hui, il y a plein d'associations. À la base, cette association, elle est antiraciste, finalement. Et finalement, elle se replie sur elle-même. Et on est un pays tellement fracturé qui revit sur ses communautés. Et on le voit en Seine-Saint-Denis, par exemple. La Seine-Saint-Denis est une association de plein de communautés différentes. Et ça, c'est le vrai danger de la France, se replier sur le-même, dans des dérives communautaires. Et il faut faire c'est parti de là, d'une altercation. Puis comment c'est monté en épingle? C'est parti d'une altercation entre deux gamins de 10 ans. C'est quand même de deux communautés différentes. Kurdes et africains sénégalais. Exactement. Et en fait, ce que réclamait la LDNA, c'était une égalité de traitement parce que des Africains ont été arrêtés et non pas des Kurdes. Cette dérive communautaire en France est pour moi très récente et très 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 inquiétante. Si vous m'autorisez une seconde, je crois que c'est vraiment le combat de fond de la prochaine présidentielle autour duquel on doit se battre. L'unité de la famille française et de refuser l'archipélisation, la balkanisation que Fourquet a très bien mis en évidence dans son bouquin « Il n'y a qu'une seule France ». Et une dernière chose, emmenez tous les enfants de France à Verdun. Vous avez devant le mémorial, côte à côte, les tombes catholiques, les tombes juives, les tombes musulmanes. Et tout ça, c'est la France. Ouais. Jean-Luc ? Oui, je suis assez d'accord avec la dernière prise de parole. Voilà. Bon, dernière prise de parole. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On va s'interroger sur l'augmentation des prix, en particulier les prix à la pompe qui grimpent près de 2 € le litre d'essence. On en parle avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. La une du Parisien aujourd'hui en France, c'est la flambée du prix de l'essence. 2 € le litre dans certaines pompes, notamment à Paris. Il approche donc de cette barre symbolique des 2 €. En un peu plus d'un an, le coût d'un plein a augmenté de façon tout à fait spectaculaire. Et en moyenne, un Français effectue son plein 2 fois par mois, ce qui représente quand même un budget important, près de 1 500 € en moyenne. Ce sont des hausses qui sont inquiétantes, qu'il faudrait peut-être qu'on essaye d'expliquer. Et c'est vrai que ça avait été l'étincelle du départ des Gilets jaunes, qui sont toujours, comme me le disent certains, toujours dans la rue depuis le début, tous les samedis, peut-être un petit peu moins mobilisés. Mais c'est vrai que le prix de l'essence, c'est fondamental pour une très grande majorité de Français qui habitent en province, dans les régions, loin des villes. Alors comment on l'explique, cette hausse soudaine du prix de l'essence? Moi j'ai mon explication. Oui. Le prix de l'essence, de toute façon, il fluctue en fonction de l'offre et la demande. C'est comme beaucoup de matières premières. Pendant le Covid, on a moins roulé, donc on a eu moins besoin d'essence. D'ailleurs, le prix de l'essence avait un peu baissé pendant la période Covid. Les producteurs de pétrole ont diminué leur production pour éviter d'ailleurs des problèmes de stockage. Et là, aujourd'hui, il y a une forte demande. Donc dès qu'il y a une forte demande, forcément, le prix augmente. L'Amérique, notamment, en a acheté beaucoup. Parce qu'il y a des prévisions économiques sous Joe Biden qui sont exceptionnelles, et donc ils ont acheté le prix du baril très très cher, et nous, l'Europe, on est les parents pauvres de cette guerre. Il faut savoir aussi que pendant le Covid, les navires maritimes ont moins circulé, donc le transport du pétrole a été plus ou moins stoppé, et aujourd'hui tout se remet en route, et la reprise économique fait que le prix de l'essence augmente. C'est aussi naturel que ça, aussi simple. Ouais. Et la TIPP flottante, demande Stéphane. Alors ça s'appelle plus la TIPP, ça s'appelle la TCIPE. Il y a 57% de taxes, TVA comprises sur le prix d'essence. Mais bon, c'est des taxes qui servent aussi. Mais donc c'est la relance de l'économie qui explique. Oui, et puis un fait exceptionnel, c'est que pendant le premier confinement, le début du Covid, le monde entier s'est arrêté en même temps. Et là, le monde entier repart très fort. C'est-à-dire que tout le monde repart en même temps. La croissance est en train d'exploser partout dans le monde. La France est à 6% de croissance. Moi, vivant, j'ai 45 ans, je pense que j'ai jamais connu une France à ces niveaux-là, ou en tout cas depuis une vingtaine d'années. Donc on est dans une situation exceptionnelle, c'est bienvenu dans le monde d'avant, c'est-à-dire que vive la croissance, mais derrière la croissance, il y a l'inflation. Derrière l'inflation et la croissance, il y a aussi les dégâts environnementaux, parce que
cette pression sur l'essence, ben ça veut dire qu'on continue à faire vivre le monde occidental et le monde industriel avec le pétrole. Et puis, c'est aussi des risques géopolitiques, parce que cette course au pétrole, ben, ça crée les tensions et les guerres que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un pays qui ne produit pas d'ailleurs de pétrole, c'est l'Iran en ce moment, parce qu'on n'achète plus de pétrole à l'Iran. Oui, Jean-Louis Thériault. Oui, moi je crois à court terme sur l'essence, très clairement au niveau national, c'est la fracture territoriale qui va encore être aggravée. Donc c'est aussi un facteur de crise sociale. Le Parisien ou l'habitant des grandes métropoles qui peut circuler en transport en commun, il ne va être touché qu'à la marge. Celui dans nos zones rurales, c'est les plus modestes comme d'habitude. Donc c'est encore une fois les plus modestes et la clientèle gilet jaune entre guillemets qui va être touchée. Donc ça veut dire en tout cas que là, on a un enjeu économique et politique absolument majeur. La question, c'est combien de temps ça va durer, parce que je partage totalement l'analyse sur l'effet relance massive du monde entier. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une stabilisation dans les mois qui viennent qui évite de repartir dans le cycle infernal inflationniste qu'on connaît, ou est-ce qu'on est dans un phénomène durable? Qui dira inflation durable dira une obligation de hausse des taux, donc à terme un frein à la croissance, donc toute une série de difficultés qui peuvent aboutir sur du chômage, qui peuvent aboutir sur énormément de choses. Alors après, j'entends ce que vous disiez sur le retour du monde d'hier, mais vous savez, moi, croire qu'il y avait un monde d'avant et un monde d'après, avant chaque épisode de l'histoire. C'est ce qui différencie en 14, le camp de l'histoire et le camp du progrès. C'est ce qui différencie un homme de droite et un homme de gauche, c'est que nous, on a le pessimisme anthropologique. Vous savez, avant la guerre de 14, on disait c'était la guerre d'air et ça sera la paix dans le monde. En 40, on s'est pris les blindés de Guderian dans les Ardennes. Donc je crois qu'effectivement il faut réfléchir à ce que doit être le monde d'après, qui intègre cette transition écologique absolument indispensable. Développons les énergies renouvelables, développons le recyclage. Jean-Luc va être content là. Développons l'économie circulaire, faisons-en l'énergie solaire. Jean-Luc. Alors là, le seul point sur lequel je vais avoir une petite différence avec vous, c'est que je ne vois pas comment on pourra arriver à maintenir de la croissance, et quoi qu'on en dise, on en ait besoin, et avoir une énergie décarbonée sans nucléaire. Donc assumons. Je suis totalement pour le nucléaire. Non, mais je disais ça en pensant pour Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias. Mais Jean-Luc, il est pour aussi. C'est dommage parce que ça commençait assez bien. Ça commençait bien, ça vous plaisait. Mal, hein. Donc moi je dis, prenons toutes les solutions technologiques pour croissance et décarbonation. Allez Jean-Luc. Je reviendrai sur le nucléaire juste après. Vous l'avez dit, quand l'économie repart, évidemment, le prix des énergies augmente, et notamment le prix du pétrole. Petite complexité sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Les Américains, à la fois, achètent du pétrole, mais en produisent beaucoup. Oui, et c'est même les plus gros producteurs de pétrole de la planète. Aujourd'hui. Non, pour eux maintenant, ils sont arrivés, ils ont quasiment pas à en importer. Ils exportent. C'est valable d'ailleurs et aussi pour le Canada. Pas valable pour nous, évidemment. Bon, que faire dans ces cas-là? De la régulation. Comment on fait de la régulation par rapport à l'énergie? Par rapport notamment au pétrole et la circulation automobile, c'est très très difficile. On le voit, chaque gouvernement se prend les pieds dans le tapis par rapport à cela et ne trouve pas de solution, même en changeant le mot de TIPP par autre chose. Tout ça ne change pas grand-chose. Quant au nucléaire, quand est-ce que nous, Français, comprendront qu'on est les derniers au monde à penser que l'énergie de l'avenir, c'est le nucléaire. Regardez la Chine, regardez les États-Unis. Citez-moi d'autres pays dépendants autant du nucléaire que la France, il n'y en a pas. Même si la Chine mettait plusieurs EPR en marche, la Chine produirait 5 à 10% de ses besoins énergétiques en mettant 10 EPR, 12 EPR. Alors, on peut y aller, hein. C'est un débat qui devait prendre toute une émission, si ce n'est plusieurs, mais il n'y a pas. Alors qu'après, on décide en France, puisque nous dépendons beaucoup du nucléaire, de progressivement en sortir du nucléaire. J'ai bien employé le mot progressif. Non, mais qu'on arrête de penser que les autres pays du monde, notamment l'Allemagne, mais un certain nombre d'autres pays... on voit le résultat en bilan carbone de nos amis allemands. Vive les usines à charbon en Allemagne. Nous sommes seuls par rapport à ça, tout seuls. Quand j'ai entendu le gouvernement, cette semaine, dire
On va dire à l'Union européenne qu'il ne faut pas arrêter le nucléaire, mais nous sommes tout seuls au niveau de l'Union européenne. Non. Il n'y a pas Non, il y a 4 pays qui ont appelé à s'éloigne un peu de notre On s'éloigne un peu de notre sujet. Est-ce qu'on peut revenir au au 100% nucléaire? Il faut le mix énergétique, bien Est-ce qu'on peut évidemment. revenir à notre Jean-Luc, est-ce qu'on prix peut du revenir plein aux Français qui payent le truc Oui, à la pompe? revenons Pardon à ça. d'être très trivial, Ouais. et qui vont payer Non, 2 c'est pas euros. trivial. Et quand on sait, je me souviens du rapport du médiateur de la République qui était Jean-Paul Delevoye, qui depuis a mal tourné Oui. dans les années 2000, qui disait que pour un ménage sur 4 en France, la fin de mois se jouait à 50 euros. 50 euros, c'est le prix mais d'un c'est tout ça, petit c'est- plein. Ouais. La question, c'est est-ce que ça peut remettre le feu Donc aux le poudres vrai sujet, et quand on sait, vous le disiez monsieur le député, que dans beaucoup de territoires français, la voiture aujourd'hui elle est indispensable, on ne sait pas faire autrement. Vous savez qu'il y a 76% des Français qui vivent à moins d'un quart d'heure d'une gare. Bien Le sûr, problème, bien sûr. c'est que D'aller à la gare. 80% de ces gares ont été fermées. C'est-à-dire que nous avions un maillage ferroviaire qui était Oui. très maillé et qui depuis s'est délité. Avec des familles qui ont en La général question, 2 véhicules La question, d'ailleurs. c'est hein. qu'est-ce qu'on fait pour ces Français et qu'est-ce qu'on prépare? Un vrai sujet pour les présidentielles. Ouais. C'est quoi le plan pour changer et pour décarboner ou pour sortir de l'essence pour les voitures Alors, individuelles? moi, je me suis Le posé plan la électrique, question le de plan m'acheter une hydrogène. voiture électrique. Mais Vous voilà. savez combien ça coûte Eh une ben, voiture Très cher, électrique c'est très cher. Mais même avec les aides de Mais ça veut l'État, dire une qu'elles ne sont petite pas. voiture électrique, c'est 30 000 Mais euros. donc, quel est le plan? Par contre, Valérie, tu ne payeras pas le stationnement à Paris. Oui, c'est ça. Après, il faut faire le ratio entre Faudra que tu trouves une l'essence, place. le stationnement, et il n'y a pas de place. Donc, Non, mais il faudrait un jour que tous ces gens qui tournent en rond sur des sujets, j'entends que le nucléaire est un sujet important, il y a des sujets sur la planification. Il va falloir planifier dans ce pays. On ne peut pas rester entre deux eaux, c'est-à-dire constamment rééditer les mêmes débats politiques. Il faut régler le problème des déplacements individuels en France et il faut des plans pour ça et faire des choix de filières industrielles. Si on fait le choix de l'hydrogène, on fait le choix de l'hydrogène. Mais on ne pourra pas, parce qu'on n'a pas les moyens, faire le choix de l'hydrogène, plus de l'électrique, plus du thermique, plus de l'hybride. Aujourd'hui, on fait un peu de tout, on saupoudre et au final, à la pompe, c'est les Français qui payent. Donc il va bien falloir un moment que les politiques se saisissent avec les industriels de ce sujet. oui, Jean-Louis Je suis Thériault. totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. L'élément essentiel, c'est la cohérence. Choisir un axe et s'y tenir. Vous avez raison sur une forme de planification. Et il y a un autre élément qui est absolument essentiel, c'est de repenser à l'aménagement du territoire. Pour éviter aussi toutes ces mobilités, on a besoin d'avoir à nouveau de l'activité économique et industrielle dans des zones plus reculées. Et l'aménagement du territoire, c'est des plans à 40 ou 50 ans. La France d'aujourd'hui, c'est la Datar des années 60. Et je pense qu'on doit avoir une vraie politique d'aménagement où on assume le rôle de la puissance publique qui n'est pas de se substituer au privé mais qui est de dire c'est là où il faut aller, il y a des avantages très significatifs pour y aller et dans ces conditions-là on limitera aussi ce type de trajets qui sont catastrophiques pour le quotidien des Français. Ouais. C'est aussi un des enjeux de la présidentielle qui est dans tous les Ouais. départements de France, il y a- quelques zones d'activité Il y a- importantes. C'est pas le travail d'un certain François Bayrou Oui. qui Ouais, est au j'allais le commissaire au plan. J'allais le dire. On attend toujours ses rapports. hein. Ouais. Mais vous savez, on l'a interrogé sur la BITD dans le cadre, donc l'industrie de défense, dans le cadre d'une mission parlementaire, et il nous a fait savoir par son cabinet qu'il avait rien à nous dire sur le sujet, voilà, qu'il l'avait et pas voilà. traité. Mais je Et crois voilà. que François Bayrou planifie la création d'un parti politique qui sera très utile aux Français. Si j'ai bien compris, ça sera Oui, son c'est principal ça, bilan voilà. de Son commissaire. principal, Peut-être une petite. Néanmoins, est-ce qu'il peut y avoir une montée de la colère sociale avec l'inflation, Mais il y a avec déjà la une hausse montée des de la prix? colère Oui, sociale. mais plus important. C'est vrai qu'on nous avait annoncé. Ne Non. pas reconnaître qu'aujourd'hui, quand depuis 8 à 9 samedis, sur le fond, je ne parle pas du fond, je parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, à peu près entre 150 000 et 200 000 toutes les semaines, qui manifestent dans pas beaucoup 200 communes de France. C'est du jamais vu. Historiquement, ça n'a jamais existé. Et il y a une colère. Elle est composite, elle est sociale, elle est diversifiée, mais cette colère Non, pas existe. cette- c'est pas- Et cette colère est très dangereuse. Mais là, C'est pas une c'est- colère économique là Là, qu'on c'était voit pas une colère actuellement. économique. Non, c'est une colère Oui, du c'est une colère anti-tour. économique aussi. Oh, allez, non, pas essentiellement. Mais Depuis parce que vous avez bien remarqué, quand vous regardez les images, je regarde ça de manière sociologique, c'est très diversifié. Et vous avez des gens qui sont exactement les mêmes qui manifestaient il y a 2 ou 3 ans avec les Gilets jaunes. Exactement les mêmes. Plus un côté social à côté extrêmement important. Enfin, 200 000 personnes réparties sur toute la France, ça reste quand même des chiffres. Et Valérie a raison de le dire. On attendait, moi-même, je On nous disais avait dit que la rentrée
on serait explosive et finalement à cause de cette croissance d'ailleurs, hein, à cause de finalement on n'a pas cette rentrée si explosive que cela. Elle est moins, il y a moins de mobilisation qu'il y avait eu au moment les plus forts des Gilets jaunes. Après, l'histoire montre aussi que les plus grands mouvements sociaux ont eu lieu à des périodes de forte croissance. C'est quand l'argent revient et quand la croissance revient que la question de la redistribution sociale se pose, et se pose fortement en termes politiques. Donc il faut faire attention, parce que je pense que plus on va nous dire, et plus on va dire que la croissance revient, plus ceux qui n'en bénéficient pas, et ils sont très nombreux, vont avoir intérêt à faire valoir leurs droits à la part du gâteau. Et leur part du gâteau. En n'oubliant quand même pas la difficulté qu'on va avoir, c'est que la France est de fait aujourd'hui en Europe l'un des pays les moins inégalitaires par rapport à d'autres. Vous regardez le coefficient de Gini, la France l'est beaucoup moins que d'autres. Donc si on nous demande encore un coup sur le social, et il faudra le faire, mais il faudra le faire intelligemment, c'est-à-dire sélectionner encore une fois, choisir. Vous évoquiez dans l'énergie, mais ça vaut dans d'autres domaines. Il faut très clairement qu'on relance l'ascenseur social, que celui qui travaille soit vraiment rémunéré d'avoir travaillé, mais il faudra faire des choix. Sauf que là, tout est calme, parce qu'il faut être honnête, Macron sort le carnet de chèques. Exactement. Et qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une tension dans un secteur, hop, en période électorale, on sort le carnet de chèques. Donc je pense qu'il n'y aura pas cette explosion sociale. Et que la présidentielle. On va découvrir la dette, on va découvrir plein de choses. Alors là, le prochain gouvernement, bon courage. Oui. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant. J-1 pour la vaccination obligatoire des soignants. La CGT appelle à une mobilisation justement sur le sujet. On parle dans un instant. Débat J-1 pour la vaccination obligatoire des soignants. C'est la CGT qui appelle à une journée de mobilisation, une journée d'action partout en France aujourd'hui. Vous savez que l'obligation vaccinale contre le Covid entrera en vigueur pour les professionnels de santé. Ceux qui refusent de se faire vacciner verront leur contrat suspendu, et un mois plus tard, ils devront présenter un schéma vaccinal complet. Non aux sanctions, non au permis de travail, proclame la CGT. Qu'en pensez-vous? Est-ce que quand on est soignant, on doit être vacciné? Moi, j'ai jamais compris qu'un personnel soignant qui a fait des études par éthique on rappelle qu'il y a 80% des médecins qui sont vaccinés. Voilà, 80. Bon, et donc je ne comprends pas. En revanche, et là c'est un peu le en même temps, licencier le personnel qui n'est pas, parce qu'au bout du compte c'est un licenciement, qui n'est pas vacciné, là je ne suis pas favorable. Il faudrait proposer à ce personnel, pendant un certain temps, tant que le virus est là, alors il va peut-être rester pendant des années, des tâches administratives et l'orienter vers d'autres tâches dans l'hôpital. Mais en même temps, je n'arrive pas à comprendre que le personnel soignant ne se vaccine pas. Pour moi, c'est impensable. Nicolas, d'abord, c'est la loi. Donc, je veux dire, il y a une expression légitime à laquelle nous avons tous consenti en tant que citoyens. Et on ne peut pas dire et se plaindre de l'existence dans notre pays de zones de non-droit et considérer que l'hôpital en soit une. L'hôpital n'est pas une zone de non-droit, la loi s'y applique, la vaccination est obligatoire de par la loi. Et demain, les soignants qui ne seront pas vaccinés ou qui ne pourront pas apporter cette preuve-là en subiront les conséquences. Sur le fond, moi, ça ne me choque pas qu'on oblige les soignants à se vacciner. De même, moi, j'étais plutôt partisan d'une vaccination obligatoire par typologie de population que pour le pass sanitaire. Le gouvernement, le président ont pris un autre choix, dont acte. Moi, je suis citoyen, j'applique la loi. Il faut arrêter dans ce pays. On ne peut pas vaincre une pandémie en mettant en cause tout le temps la parole scientifique et les choix politiques qui sont faits. Ou alors, ça veut dire qu'on a décidé de ne plus vivre dans le même pays ou de ne plus vivre en société. Et à un moment, force doit rester à la loi, et ben c'est le cas, ce sera le cas à partir de demain. Ouais, puis il y a quand même une désinformation et une hypocrisie d'un certain nombre de personnes qui sont vaccinées et qui ne font qu'agiter des risques autour du vaccin, parce que la principale opposition, c'est celle du risque autour du vaccin. C'est ce qu'on entend quand même. Là, on n'est pas sur le pass sanitaire. Je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai peur de ce vaccin, que j'ai pas confiance. Il faut parler assez. Je crois qu'on ne parle pas suffisamment à ces citoyens, mais parce que le dialogue est très compliqué. Mais il faut faire l'effort, et je pense que le gouvernement doit continuer à faire l'effort. La question, c'est où est-ce qu'on en serait si on n'avait pas de vaccin? C'est quand même historique. C'est quand même historique qu'un an et demi ou un an après l'apparition d'une pandémie et d'un virus, on ait déjà non pas un vaccin, non pas deux, non pas trois, mais pratiquement une dizaine. Qu'est-ce qu'on serait si cette réponse médicale n'était pas arrivée? Il faut le dire. Où est-ce qu'on en serait? Donc moi, je veux bien qu'on me parle des risques, mais moi, je regarde les risques aussi de rétroactivement. Où en serait notre société si le vaccin n'était pas apparu?
Jean-Louis Thiriot. Écoutez, sans le vaccin, on serait dans l'Europe de la grande peste et on aurait des millions de morts dans tous les pays. Non, moi, ma réponse, elle sera très simple. Là-dessus, comparons avec ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique. Voyons la situation absolument dramatique là-bas. Les soignants sont en première ligne de la ligne de front. Quand vous êtes officier, que vous allez dans une zone à moustiques, eh bien, on vous vaccine obligatoirement contre la fièvre jaune et c'est pas toujours un vaccin facile à supporter. Quand on est soignant, on est en première ligne de la ligne de front et on se fait vacciner. Alors après, je suis assez d'accord avec ce que disait notre interlocuteur, dont j'ai oublié Nicolas, sur le fait qu'effectivement le licenciement sec, même s'il est progressif, c'est sans doute un peu brutal. En même temps, on a déjà 30% de personnel administratif dans l'hôpital français, alors qu'on est à 20% dans l'hôpital allemand. Donc je ne sais pas très bien où les mettre. Essayons de faire preuve encore de pédagogie et d'humanité, mais à la fin, quand on est le soldat de la vie, on l'est jusqu'au bout. On a applaudi les soignants il y a un an. On continue à les applaudir parce qu'ils font un boulot formidable. Mais vous savez, en fait, ça ne touche qu'une infime minorité et la plupart des soignants que je rencontre, ils sont vaccinés ou alors souvent derrière. Il y a soit du complotisme, soit de la manipulation idéologique, soit un mélange des deux. Souvent, c'est pas les soignants d'ailleurs qui ne sont pas vaccinés, c'est le personnel qui autour, les brancardiers, même les femmes de ménage, enfin, etc. Il y a des médecins aussi, il y en a quelques-uns qui refusent, des médecins génésalistes l'ordre des médecins devrait là intervenir. Moi, alors Jean-Luc Benamias. Je regarde les courbes de vaccination ces dernières semaines. Une grande partie de la population française est vaccinée. Une grande partie, c'est-à-dire 65-70%. Mais si vous regardez les courbes aujourd'hui, il y a un stoppage complet de la vaccination, de la volonté de se faire vacciner. Donc ça ne touche pas que les soignants. Non. Ça ne touche pas que les aides-soignants. Ça ne touche pas que les femmes de ménage. Ça touche un certain nombre de personnes de la société française. Ça pose un problème considérable. Même s'il y a obligation, entre guillemets, parce que pour l'instant, il n'y a pas de loi d'obligation, sauf pour les personnels soignants, mais au niveau global, et les personnels qui touchent à d'autres, enfin, qui sont notamment dans les trains et ainsi de suite, dans les transports. À chaque fois, on l'a déjà dit sur cette antenne, les pesanteurs gouvernementales, les contradictions, la complexité qui a été mise en place depuis le début de la pandémie, même si ça n'était pas simple, fait qu'on est quand même dans une situation difficile et délicate, quand près de 30 à 35% de la population n'est pas convaincue. Après, je suis comme vous. Je suis vacciné, j'ai déjà dit sous antenne assez rapidement pour des raisons X et Y. Est-ce que je pense que le vaccin a répondu à tout ? Je me pose toujours des questions parce que j'analyse la situation comme beaucoup d'entre vous, non pas sur des chiffres donnés en France, ici ou là, non, sur la situation israélienne et sur ce qui se passe en Israël, qui est le pays qui a le plus étudié, notamment le Pfizer, puisque depuis novembre, depuis plus d'un an maintenant, ils subissent et ils contrôlent tout, enfin ils maîtrisent l'ensemble des chiffres et des connaissances. Et bien quand on regarde toutes ces connaissances, il y a encore quelques côtés où on se pose des questions, notamment sur les effets secondaires. Alors c'est pas les effets secondaires multiples qui sont énormes, mais je commence à voir des cas autour de moi, encore ce week-end, où une jeune femme de 30 ans, alors ce n'est qu'un cas, ce que je vais dire là, qu'est-ce qu'elle a eu ? A eu un AVC à la seconde piqûre de Pfizer. Alors ça n'est qu'un seul cas. Jean-Luc, on ne peut pas faire le lien entre AVC et vaccin et Pfizer. C'est grave de dire ça. Mais vous savez, vous pouvez aussi dire, je me suis fait vacciner, j'ai eu un accident de voiture. Non, ça n'a rien à voir. Mais on avait tout à l'heure le professeur Pierre Amarenko, qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux. Je disais qu'on a de la chance en France d'avoir des médecins qui sont consultés dans le monde entier. Il n'y a pas eu à l'hôpital Bichat, qui est un centre de référence pour l'AVC, de lien vaccin-AVC. Il le dit, il l'affirme, il ne va pas engager sa crédibilité sur une chose comme celle-là. Donc c'est tentant, oui, de faire des raccourcis, mais est-ce qu'à partir d'un exemple, ce que je trouve frappant, mais ce que je trouve frappant, c'est que tous autant que nous sommes autour de la table vaccinés, on n'a aucun cas de gens, alors vous en avez un, qui ont eu des séquelles, qui ont eu des effets secondaires du vaccin, et que tous ceux qui sont contre le vaccin connaissent tous des gens qui ont eu des choses dramatiques avec le vaccin. Je crois ce qui est quand même assez étonnant. Il faut s'interdire, quand on n'est pas médecin, chercheur, épidémiologiste,
s'interdire de faire des généralités à partir de ce que nous vivons dans notre vie personnelle. Oui, mais non, vous voyez, quand on parle à la radio, Jean-Luc, quand on parle à la radio et qu'on essaye de montrer des exemples auxquels nous sommes tous confrontés pour essayer de le raccrocher à un débat sur la vaccination ou l'anti-vaccination, d'une certaine manière, on porte une part de responsabilité. Pardonnez-moi de le dire, Jean-Luc, avec toute l'amitié que j'ai pour vous. Mais c'est important. Je pense qu'on soit prudent et responsable. On n'est pas en état de sortir des statistiques ou des réalités médicales ou scientifiques, nous qui ne sommes ni scientifiques ni médecins et qui n'avons pas les moyens d'études. Jean-Luc, moi je m'autorise une chose par rapport à l'exemple que vous avez pris. J'ai eu, avant la vaccination, il y a quelques mois, un jeune de 39 ans dans une commune de ma circonscription qui a fait une crise cardiaque et qui est mort et qu'on a retrouvé, hélas, décédé le matin. Il aurait été vacciné 15 jours avant, 3 semaines avant. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Crise cardiaque causée par le vaccin. Et je veux dire, le lien entre une corrélation et une causalité, c'est pas la même chose et on doit être extrêmement prudent. Je pense que nous tous ici, qui avons une parole politique, une parole qui engage et une parole qui agit, on doit être extrêmement prudent sur ce qu'on dit. Je pense que c'est notre devoir à tous. Plus prudent que moi ou que les personnes qui sont autour de la table, il n'y a pas. Après, ne pas reconnaître qu'il y a quand même des nombreuses complexités, et quand je parle d'Israël, je parle des études qui sont faites là-bas, et quand vous les lisez jour après jour ou semaine après semaine, la complexité existe. On voit bien, et tout le monde le sait, que se vacciner, c'est mieux que de ne pas se vacciner, mais qu'il existe par rapport à cela quelques doutes, et qui ne sont pas des doutes d'influenceurs ou des doutes de complotistes. Il existe des questions qui se posent. D'ailleurs, elles se posent même pour moi et même pour vous. On va faire combien de vaccinations par an? 3, 4, 5, combien? Non, n'exagérons pas, on aura un rappel par an. Comme pour la grippe. Non, on n'en sait rien. Et même si on a 2 rappels par an, on n'en mourra pas. Mais vous n'en savez rien. Nous n'en sommes pas là. Les questions qui se posent, quand vous regardez encore une fois en Israël, non, c'est 3, 4, 5 vaccinations. Lisez les mêmes choses que moi. Et c'est pas ce que je lis là, c'est le gouvernement israélien et les services hospitaliers israéliens. C'est pas les complotistes, c'est pas des choses en l'air. Jean-Luc, j'aurais préféré que tu t'inquiètes en revanche d'une chose très importante, c'est la non-vaccination dans les pays en développement, où 1% seulement de la population est vaccinée. Et c'est dans ces pays-là que naissent les variants. Et si ces pays-là, notamment l'Afrique, ne sont pas vaccinés et qu'on leur donne pas assez de vaccins, là oui, effectivement, on aura plein de nouveaux variants. Et j'aurais attendu de toi plutôt ce coup de gueule sur justement la vaccination des pays en développement. Quelques éléments quand même sur Israël, parce que dans vos propos, Jean-Luc, on pourrait croire que le vaccin ne fonctionne pas même en Israël. Le taux des personnes développant des formes sévères de la maladie est beaucoup plus élevé chez les non-vaccinés que chez les vaccinés, 2 fois plus élevé pour les moins de 60 ans non vaccinés, 9 fois plus élevé pour les plus de 60 ans non vaccinés. Donc non, le vaccin n'est pas efficace à 100%. Bien sûr, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Bien sûr que non. Ouais. Et il y a eu une levée des restrictions peut-être un peu trop rapide. Mais je pense que ces discussions, on les... Lever des restrictions, Valérie, quand le Danemark arrête de faire des restrictions, je n'invente pas ça non plus. Je regarde, moi, en plus, je suis vacciné, et si je dois faire une autre vaccination, j'irai la faire. Donc la question n'est pas là. La question est de comprendre ce qui se passe dans les populations, dans une partie de la population par rapport à tout cela. Je ne cesse de l'exprimer sur Sud Radio à ce niveau-là. Je ne mets pas de côté 30% de la société française. Non, mais vous avez raison. Non, 15% ne veut pas se faire vacciner et le reste, c'est des gens qui n'ont pas encore trouvé l'opportunité de se faire vacciner, notamment dans les territoires. Allez, il faut qu'on s'arrête. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là pour débattre. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.